Docteur Barka Bitbol, bonjour, Boker Tov. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le PDG d'une grande firme internationale qui produit des instruments de mesure, Visionix. Visionix, c'est déjà tout un symbole, hein, ça nous permet peut-être de voir un petit peu plus loin. Et je voudrais que justement, avec vous, nous prenions un petit peu de recul pour essayer de voir d'analyser un peu ces journées tout à fait particulières que nous avons vécues dans la société israélienne, dans la réalité israélienne. On parle souvent entre le Yom HaShoah et le Yom Ha'atzmaut des 10 journées, des Aseret Yemei Tchouva ou Aseret, des 10 journées terribles du calendrier hébraïque qui commence par le souvenir de la Shoah, qui se termine par les festivités du Yom Ha'atzmaut. Cette semaine, on a vécu également une très vive tension, quasiment un conflit militaire avec le Hamas et le djihad islamique dans le sud du pays. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que cela vous inspire et comment un État peut vivre autant d'événements marquants dans son histoire, à la fois sur son passé, son présent, ses menaces militaires auxquelles il doit faire face. Comment une société normale peut-elle vivre tant d'événements dans un si court laps de temps ? C'est une question compliquée, Daniel, parce qu'effectivement, il n'y a pas de, on peut pas trouver, à mon avis, je voyage beaucoup partout, mais on ne trouve pas l'équivalent à ce que vit la société israélienne et à ce qu'a réalisé la société israélienne en 71 années depuis la création de l'État d'Israël. C'est peut-être aussi ce qui fait sa particularité et sa force, cette capacité de passer à travers des événements qui sont aussi contradictoires et qui lui permet d'être aujourd'hui sur la scène internationale, de peser de façon déterminante, sans rapport avec la taille de l'État d'Israël. C'est peut-être cette force-là de la société israélienne qui nous permet sur énormément de scènes, d'activités, d'avoir une présence qui est inconsidérablement plus grande que la taille du pays. Je le disais dans cette semaine également, je me souviens, et vous travaillez beaucoup avec, vous avez beaucoup d'affaires avec les Chinois. Je me souviens d'un vice-président chinois qui est venu en Israël il y a quelques mois de cela et qui avait dit que le secret des deux civilisations, ou des deux cultures juives et chinoises, qui sont parmi les plus anciennes, les plus antiques, eh bien, c'est d'être capable de puiser dans leur passé, mais surtout pour se projeter dans l'avenir. C'est à votre avis ce qui fait aussi le secret, on va dire, de la réussite de cet État d'Israël d'aujourd'hui ? Alors c'est sûr, quand on regarde la société occidentale où il y a plutôt une vision du quotidien, du jour et moins une vision sur du long terme. Et je pense que cette remarque, elle est intéressante, et après on peut rebasculer par rapport à la Chine. Il y a plusieurs niveaux. La société occidentale aujourd'hui, et je le vois à travers, vous savez, c'est très intéressant de regarder, quand vous êtes collaborateur, l'ambition qu'il a pour ses enfants. Mmh. Et en Europe, peut-être moins aux États-Unis, qui a une mentalité aussi de nation plus jeune, l'ambition, elle est de préserver le quotidien. Il n'y a pas tellement une ambition, une vision du futur. Il n'y a pas de perspective à long terme, quoi. Voilà. La perspective, c'est si ça peut être aussi bien que ça est aujourd'hui. C'est vrai qu'en Israël, on est tous des visionnaires, hein, depuis nos chefs d'État jusqu'en bas de l'échelle dans la société israélienne. Et cette capacité d'aller se projeter et de vouloir réaliser et faire en plus, c'est cette dynamique que l'on a, et sûrement qui vient de ce paradoxe que vous avez cité, où on doit passer d'un Yom HaShoah, Yom HaZikaron et Yom HaZikaron à Yom HaAtzmaut, qui à mon avis reflète
l'évolution de la société israélienne et son ambition à tous les niveaux. Et je pense que pour revenir au parallèle avec la Chine, il y a quelque chose que notre Premier ministre a dit hier au Friedland Tanakh, je pense que ça ne peut se faire que si on a un passé sur lequel on repose et on est fier. Et ça, c'est très chinois. C'est-à-dire que malgré toute la période communiste, etc., les Chinois ont une culture qui, 2-3 000 ans, sur laquelle ils se reposent. Une philosophie de vivre sur laquelle ils se reposent. Et dans cette philosophie, malgré... et donc ça, c'est très important. On ne peut pas aller dans le futur. Et donc, le Premier ministre parlait du Tanakh, sur lequel se repose, je dirais, la justification de l'État d'Israël par rapport aux nations et par rapport à notre discours, même jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un peu la même chose pour les Chinois. Eux, ils ont une très longue histoire avec une philosophie de vie, et c'est ça qui les projette aussi dans le futur. La société israélienne, puisque vous parliez du Tanakh, on va s'en inspirer un peu, la société israélienne a subi effectivement, on va dire, et le peuple juif dans son ensemble ont subi au cours des 80 dernières années de ce siècle tout à fait exceptionnel des changements, des mutations exceptionnelles. On est passé donc de la Shoah il y a 80 ans à la reconstruction de l'État d'Israël 3 ans plus tard, à un État d'Israël qui au début auquel on n'accordait quasiment aucune chance de survivre, et Dieu sait si on peut dire qu'aujourd'hui rétroactivement Ben Gurion a eu un courage tout à fait exceptionnel pour proclamer la création de l'État d'Israël le 14 mai 48, et puis un État qui s'est développé, qui s'est élargi, qui a subi des mutations également au niveau, pas seulement au niveau social, mais également au niveau, on va dire même de l'idée de l'esprit du rouach, de ce que l'on appelle le rouach et de ce que l'on appelle la spiritualité. Vous sentez cette société israélienne qui est passée de ce que l'on pourrait appeler les ossements desséchés de Yecheskel au moment de la Shoah à un esprit qui va au-delà, on va dire, de la réalité, du matériel, etc. Vous le sentez aujourd'hui, ce changement dans la réalité israélienne? Alors, après, je peux dire, tout est relatif. Je pense que dans la société israélienne, ça existe de façon beaucoup plus profonde que dans toute la société occidentale ou dans beaucoup d'autres pays. Et c'est vrai que le mettre en évidence, c'est dans les moments difficiles. On voit l'ardoute, l'unité qu'il y a. Mais je peux donner. J'ai un ami de religion chrétienne en France qui est très religieux, père de 5 enfants, 45 ans. C'est quelque chose qui peut être même paradoxal par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et il me dit, je suis très jaloux de la société israélienne parce que chaque fois que je vois et que j'entends parler, la capacité que vous avez de vous occuper des autres, des ONG qui s'occupent, que ça soit de la pauvreté, où on a vu Zichron Menachem, etc. Il dit ça transcende votre société et ça n'existe plus dans la société occidentale. Alors même si on est une société encore très matérialiste, et c'est ce qui porte aussi peut-être le développement de la société, il y a des fondamentaux qui existent en Israël et qui sont transversales, peu importe religieux, pas religieux, droite, gauche, que l'on peut retrouver, qui à mon avis n'existent pas ailleurs. Et je pense que ces valeurs-là, on les amène, dans nos relations, on les amène à l'étranger parce qu'ils les voient à travers notre manière de parler, de conduire, etc. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est perceptible et qui est extrêmement intéressant. Plus que dans le passé, cette tendance qu'a l'État d'Israël aujourd'hui, peut-être grâce à ses expertises en matière de haute technologie, en matière de lutte contre le terrorisme, de pouvoir se positionner un peu comme une sorte de phare des nations? Alors, en fait, moi je suis plutôt dans le domaine du high-tech, et donc c'est vrai, mais je peux vous donner des exemples qui sont hors du high-tech. C'est vrai que dans le domaine du high-tech, c'est incroyable l'impact que l'État d'Israël a dans le monde, et pas seulement dans le domaine de la sécurité, dans énormément de domaines. On a un impact qui
qui est pas proportionnelle à la taille du pays. C'est plus que perceptible, c'est substantiel. Il y a des transformations qui sont faites et qui sont initiées depuis ce petit pays. Et bon, l'État d'Israël a 71 ans, ça fait 40 ans que je suis en Israël, donc j'ai la joie et l'orgueil de dire que je peux contribuer à une plus grande partie de l'évolution de l'État d'Israël, et c'est une fierté extraordinaire aujourd'hui de parler, de se représenter comme Israélien, est beaucoup plus fort que quand je suis arrivé en Israël. Aujourd'hui, c'est d'être Israélien, c'est une fierté, et on n'a pas à se cacher. Au contraire, c'est un passeport qui ouvre des portes, qui n'était pas le cas il y a peut-être 20 ans. Mais si on regarde autour de nous, c'est pas seulement de la high-tech. Okay, vous avez ces mishlachot qui vont chaque fois qu'il y a un centre quelque part. Vous avez, et que ça soit de droite, de gauche, ces humanistes, psychologues, c'est incroyable l'impact que l'on a aujourd'hui à travers le monde. Et vous pensez que ça a aussi un impact, par exemple, ça a aussi un effet sur le positionnement politique, diplomatique, sécuritaire de l'État d'Israël, c'est-à-dire le fait que Israël soit reconnu pour ses expertises en matière de haute technologie, par exemple, eh bien, ça lui permet d'exprimer sa voix et de mieux faire passer peut-être un message concernant sa sécurité, la nécessité peut-être de gérer le conflit israélo-palestinien d'une autre manière, d'une manière un petit peu plus inédite que jusqu'à présent. C'est-à-dire alors que, par exemple, l'Europe est restée très, dans certains poncifs, on va dire très anciens, il y a une meilleure compréhension de certains pays, y compris les pays, en particulier les pays émergents, comme la Chine, comme le Japon, comme l'Inde, à mieux comprendre une réalité israélienne dans l'environnement proche-oriental qui est complexe. Alors, il y a deux choses. C'est vrai que quand on parle de l'Asie, il y a une approche qui est totalement différente à Israël. Bon, oui. L'Inde, c'est pas nouveau. C'est aussi lié géopolitique, puisque l'Inde se sent dans une situation qui est similaire à la nôtre par rapport à ses frontières avec le Pakistan. Mais si on prend par exemple la Chine, qui n'a pas du tout ce conflit-là, il y a une vision par rapport à Israël qui est donc il y a une certaine similarité par rapport à dire ok, les États-Unis c'est quoi, c'est 250 ans, Israël c'est 3000 ans d'histoire, et comme ce que vous avez dit au tout début, c'est très important pour les Chinois de pouvoir s'identifier par rapport à leur passé, et donc il y a une admiration par rapport à ce qui est Israël, et ce qui ouvre énormément de portes. Et je pense que ce qui se passe en ce moment, les relations qui s'ouvrent, il y a énormément avec les pays arabes aussi. Exact. Ça, je connais un peu moins. Je peux vous parler de l'Asie et de la Chine. Ça permet de mieux connaître, et on est un peu comme des ambassadeurs dans ces pays-là, et ça nous permet de laisser ces pays mieux connaître notre personnalité, notre identité et ce qu'on est, et ça leur permet de mieux comprendre le conflit. Et je pense que ce qui se fait par rapport à la Chine ou l'Asie, ça a un impact aussi en Europe. C'est-à-dire que en Europe, aux États-Unis, les relations à tous les niveaux, hein, même militaires, sont telles que les gens comprennent mieux le conflit israélien, comprennent mieux qui nous sommes, on n'est pas les terroristes, etc. Et donc, dans ce qu'ils propagent, de même par rapport à la vision qu'ils ont eue d'Israël, à mon avis, devrait nous permettre dans le futur de mieux gérer ce conflit. Parce que j'ai en Europe des contacts avec des gens qui sont beaucoup plus à gauche, qui sont européens dans le sens humaniste, libéraux, etc., libéraux, et quand ils viennent en Israël et qu'ils voient « Ah, mais il n'y a pas l'armée ici, ah, mais vous tapez pas tous les Arabes tous les jours », non, je suis certain que ça a un impact, comme quand ils voient comment les relations qu'on a, les valeurs humaines
et familial que l'on a, ça, je suis persuadé que ça a un impact. Alors, ça ne peut pas ne pas avoir un impact. Donc, c'est vrai que c'est différent, l'Europe et l'Asie, puisque l'Asie n'a pas cette problématique, ce bagage d'occupation dans les pays d'Afrique du Nord, etc., et complètement libéré de ces contraintes-là. Et donc, c'est une approche totalement différente. Mais c'est une admiration. Hein. Je peux donner une anecdote. J'avais une délégation chinoise et on se promenait au centre de Jérusalem et j'ai rencontré professeur Oman, prix Nobel. Et donc j'ai dans la rue, comme ça. Dans la rue, oui. Bon, bah, c'est Israël. Hein, vous pouvez rencontrer le Premier ministre dans la rue. Et donc j'ai dit à ma délégation, professeur Oman, prix Nobel. Donc à la chinoise, ils se sont mis à côté de lui, ils se sont pris en photo, parce que pour eux, c'était vraiment représentatif de ce que c'est que Israël, le juif, c'est le prix Nobel, c'est ça. Voilà. Donc c'est une admiration qui est parfois pas rationnelle avec les Chinois. Comme beaucoup de choses qui ne sont pas rationnelles ici. Alors, Marc Abitbol, je voudrais que nous terminions notre conversation avec, comme nous le faisons chaque vendredi, avec un Dvar Torah qui se rapporte de près ou de loin, soit la situation, soit ce que nous avons vécu ici à l'occasion du Yom Ha'atzmaut, soit sur la paracha de la semaine, qui est aussi une paracha, on va dire, très riche, dans laquelle on mentionne les grandes fêtes du calendrier hébraïque. Alors, quel est l'enseignement que vous vouliez nous livrer, parce que je le disais tout à l'heure aussi, vous êtes aussi un Talmid Chacham, pas seulement un homme d'affaires. Alors, quel est l'enseignement que vous vouliez nous livrer? Moi, je vais dire deux choses, si je peux avoir la parole sur ce sujet-là. C'est intéressant, c'est que c'est mon 40e Yom Ha'atzmaut en Israël, mais j'ai jamais autant été ému et ressenti quelque chose de profond que ce Yom Ha'atzmaut. Parce que c'est vraiment quelque chose il faut être aveugle pour pas voir ce qui se passe, pour pas voir l'impact qu'on a, pour pas voir qu'il y a une hashgacha au-dessus. C'est incroyable. C'est ce que l'État d'Israël et ce que Ribono Shel Olam nous a donné de faire ici, il faut vraiment être aveugle et pas comprendre qu'il y a quelque chose de transcendant qui nous porte ici. Et ça je l'ai vécu très très profondément, effectivement, entre Yom HaZikaron, où j'ai été voir la famille Moreno, et j'ai vu tout un Israël qui passait chez eux. C'est pas possible, c'est pas naturel. Il y a quelque chose d'autre qui porte ce peuple. Et moi, ça m'a fait penser plus comment peut-être définir ça plus par rapport à la parashat Hashavua Kedoshim Tiyu. Et ce qui m'a marqué, c'est Kedoshim Tiyu ki Kadosh Ani. Ce que l'on voit après dans la paracha, c'est ce que l'on souhaiterait que doit être la société. C'est sûr qu'il y a Prisha d'Arayot, etc. Mais la majeure partie de la paracha, elle s'adresse à la structure de la société. Ve'adartet penezaken vetakum, ve'imteseva takum, l'eked ve'pea, tout ce qui est le yachas, le social, le yachas que l'on doit avoir, la dignité qu'on doit donner dans la société. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir continuer la société israélienne aller dans cette direction-là, parce que c'est ça qui nous permettra, qui nous donnera, à mon avis, la légitimité de continuer. C'est pour ça que dans mon travail quotidien, même si c'est de l'équipement médical, etc., j'utilise beaucoup ces références qui, à mon avis, ce sont ces références-là qui doivent continuer à forger la société israélienne. Et comme je l'ai dit, si on compare à ce qu'est la société occidentale, qui est extrêmement individuelle, on a la capacité, les fondamentaux pour être Kedoshim Tiyu dans le sens de cette paracha, qui pour moi c'est extraordinaire. C'est la description totale de on est Kadosh, de la manière dont de la société qu'on va construire. Pas seulement Ben Adam HaMakom ou Bakravat HaKorban, mais de la manière dont on va construire la société. Et ça, c'est un message qu'il faut qu'on continue à développer et à pousser, parce que ça sera aussi un message de hardout, puisque si on pense à cette société, à cette kedusha qu'on va mettre dans la société, elle va transcender le port de la kippa, la couleur de la kippa, etc. Et c'est ça qui va nous donner la force, et je dis la légitimité, de continuer cette aventure extraordinaire que Kadosh Baruch Hu nous a donnée depuis le retour en Israël,
Et je vais peut-être terminer, Daniel, par une dernière chose que je me rappelle de mon grand-père, Zichrono Livracha, qui m'a dit un jour, toi tu es né, l'État d'Israël existait. Moi j'ai grandi, il n'y avait pas l'État d'Israël. C'est deux choses totalement différentes et mon petit-fils, tu ne peux pas comprendre ce que c'est. Et aujourd'hui, je comprends, avec cette joie que j'ai eue à Matzmaout, ce qu'il a voulu dire, parce que je dis, comment est-ce que j'aurais pu naître dans une existence où l'État d'Israël n'existait pas? Eh bien, docteur Marc Abitbol, merci beaucoup pour toutes ces réflexions, à la fois sur le plan, on va dire, professionnel, mais également sur le plan spirituel. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous permettre de résumer, en tout cas, ces journées tout à fait exceptionnelles que nous avons vécues dans l'État d'Israël au cours des derniers jours. Merci d'avoir été avec nous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Daniel.